La conscience est-elle produite par le cerveau? Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue chargée de cours à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie. La conscience reste jusqu'à ce jour entourée d'un épais mystère que la science n'est toujours pas parvenue à percer. Pour bon nombre d'entre nous, il est évident que la conscience est un phénomène physiologique localisé au niveau du cerveau. Mais de nombreux phénomènes remettent en question cette certitude. Par exemple, les informations médiumniques. La prémonition, par exemple, quand une personne a le pressentiment qu'elle va être confrontée à un accident de voiture et que plusieurs minutes ou plusieurs heures plus tard, sur la route, elle assiste effectivement à un accrochage. La voyance. La vision à distance, remote viewing en anglais, il s'agit d'une faculté que possèdent certaines personnes d'accéder à des informations ou à des événements éloignés dans l'espace ou dans le temps sans avoir de contact direct avec eux. Par exemple, la CIA travaille avec des remote viewers qui sont capables de décrire des bâtiments et l'activité qui s'y déroule alors qu'ils sont distants de plusieurs centaines de kilomètres, voire plusieurs milliers de kilomètres de ce bâtiment. La lucidité terminale, en anglais c'est Near Death Awareness, c'est l'expérience qui est manifestée par certaines personnes qui peu de temps avant de mourir retrouvent de façon tout à fait inattendue des capacités qu'elles avaient perdues en raison d'une pathologie avancée. Par exemple, elles mangent alors qu'elles ne mangeaient plus, elles parlent alors qu'elles ne parlaient plus, elles reconnaissent leurs proches alors que depuis parfois plusieurs années elles en étaient incapables. En fin de vie, certaines personnes déclarent qu'elles ont vu des proches disparus ou qu'elles ont vu des paysages célestes magnifiques ou bien encore qu'elles ont eu l'intuition de leur décès. Ces expériences sont importantes parce qu'elles ont des profonds retentissements sur les mourants. Par exemple, elles dissipent leurs craintes face à la mort, elles les réconfortent parce qu'ils se sentent attendus par leurs chers disparus dans l'au-delà et elles accroissent également leur confiance en une vie après la mort. Les expériences de mort imminente, EMI, ou en anglais Near Death Experience, NDA, pendant un coma, un arrêt cardiaque ou une anesthésie générale, certaines personnes vivent une expérience étrange dont elles reviennent profondément et durablement transformées. Elles ont vu leur vie défiler, elles ont traversé un tunnel, elles sont entrées dans une lumière intense, elles ont rencontré des défunts ou parfois aussi des entités spirituelles. Elles ont communié avec l'amour inconditionnel. Durant ces moments d'inconscience, d'autres se décorporent et flottent au-dessus de leur lit d'hôpital, de la table d'opération ou du lieu de l'accident. À leur réveil, elles racontent le déroulement des événements, l'affairement des médecins autour de leur corps, les réactions de leurs proches et parfois d'ailleurs décrivent avec exactitude des situations qui se sont produites à distance, par exemple dans le bureau des infirmières ou dans le couloir de l'hôpital. Alors ces expériences en fait ne sont pas rares, puisque 10 à 23% des patients qui ont survécu à un arrêt cardiaque et 4 à 8% des personnes au sein de la population générale rapportent avoir eu une expérience de mort imminente. Ça fait quand même beaucoup de personnes pour des cas isolés. Étrangement, ces mêmes expériences sont rapportées par des personnes dont le processus vital n'est pas engagé ni la vie menacée. Des EMI peuvent être vécus donc par des personnes qui sont en proie à une grande frayeur, durant une syncope, lors d'un épisode de fièvre, dans une phase de dépression ou pendant une méditation. C'est ce qu'on appelle les Near Death-like Experience, NDA-like. Les sorties de corps, en anglais Out of Body Experience ou OBE. Et de même, sans qu'elles soient en péril, certaines personnes témoignent être sorties de leur corps, avoir plané dans les airs, avoir vu leur corps de l'extérieur et avoir voyagé dans des lieux où elles ne se trouvaient pas physiquement. Près de 10% de la population, tout pays confondu, aurait vécu ce type d'expérience de hors-corps. Les expériences de mort imminente partagée ou EMI empathique, en anglais Shared Death Experience, ce sont des expériences qui sont vécues par des proches ou par des soignants qui sont en bonne santé physique et mentale et qui assistent aux derniers instants d'une personne. Les éléments fondamentaux de ces expériences sont remarquablement similaires à ceux que rapportent les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Les expérienceurs, c'est comme ça qu'on les appelle, affirment avoir vu l'esprit se dégager du mourant sous forme de brume ou de lumière, être sortis de leur corps et parfois même avoir été projetés dans un monde merveilleux et avoir été baignés dans une lumière intense, avoir eux aussi rencontré
des êtres spirituels, avoir éprouvé une sensation intense d'amour et de paix, ou encore avoir assisté à la revue de vie du défunt, le déroulé donc de son existence. Des expériences qui interpellent tant par leur singularité que par les effets bénéfiques profonds et pérennes. Ce sont des effets qui durent dans le temps que ces expériences exercent sur les endeuillés. Autre fait interpellant, ce qu'on appelle les vécus subjectifs de contact avec un défunt. De nombreux endeuillés témoignent être entrés en contact avec un proche décédé. Ce pourcentage est de plus de 50% pour les veufs et grimpe jusqu'à 75% pour les parents désenfantés. Encore une fois, ça fait quand même beaucoup de monde pour quelques cas isolés. Ces phénomènes, évidemment, ébranlent le monde scientifique qui est inapte, incapable, en tout cas jusqu'à ce jour, de les expliquer. Et ces phénomènes questionnent également la notion de conscience. Certains d'entre eux, comme par exemple les EMI, les expériences de mort imminente, surviennent alors que les fonctions cérébrales supérieures ont cessé. Alors comment expliquer que de tels phénomènes puissent survenir dans ces conditions? Bien évidemment, les personnes sont en mort clinique, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas tout à fait mortes, et que des fonctions résiduelles sont possiblement actives au niveau de leur cerveau. Oui, mais comment expliquer que des phénomènes aussi complexes que voir, sentir, entendre, comment expliquer que ces phénomènes complexes qui nécessitent normalement les fonctions cérébrales supérieures, comment expliquer qu'ils puissent être produits par de simples fonctions résiduelles? Ces phénomènes semblent plaider en faveur de l'hypothèse de plus en plus souvent défendue qui soutient que la conscience peut s'affranchir du corps physique et s'émanciper de l'espace-temps. La foultitude de témoignages émanant de personnes saines d'esprit partout dans le monde ne permet pas de nier plus longtemps l'existence de ces phénomènes qui ont longtemps été considérés comme paranormaux. Les tentatives d'explication pour réduire ces manifestations exceptionnelles à des phénomènes connus comme par exemple les effets d'états cérébraux particuliers sont peu convaincantes et rapidement contre-argumentées. Le paradigme scientifique dominant ne peut concevoir que ces phénomènes s'expliquent d'une autre façon que par des phénomènes physiologiques localisés au niveau du cerveau. Illustrons ça par une petite métaphore visuelle. Dans cette image, la plupart d'entre nous voient un A et un B. La lettre A, qui est située en première position, en fait pervertit notre lecture de ce qui suit, à savoir du chiffre 13. A contrario, nous avons tendance à voir le chiffre 13 s'il est précédé d'un autre chiffre. Nous le comprenons, l'hypothèse matérialiste qui défend l'idée que la conscience dépend du cerveau est première, elle est préalable à toute analyse et donc elle pervertit la lecture de ces phénomènes, de ces manifestations singulières. Si certains scientifiques persistent à défendre une modélisation matérialiste de la conscience, les chercheurs, médecins, biologistes et physiciens sont de plus en plus nombreux à émettre l'hypothèse alternative d'une conscience extraneuronale, délocalisée, indépendante de l'activité cérébrale. Prenons une métaphore visuelle. Comment relier les 9 points en traçant 4 droites sans lever le crayon? Voici la réponse. Pour résoudre ce problème, il faut sortir du carré constitué par les points. Que nous apprend l'énigme des 9 points? Eh bien que certains phénomènes ne sont insolubles que si l'on reste prisonnier d'un cadre d'idées préconçues. Ces singuliers phénomènes se produisant avant, pendant et après la mort nous contraignent à sortir du cadre de référence matérialiste, c'est-à-dire de la vision que les postulats scientifiques actuels nous donnent de nous-mêmes, des autres et de notre environnement, du monde, de sa matérialité et de la manière dont il fonctionne, ainsi que de la conscience. En élargissant notre vision sur ces phénomènes qui ont longtemps été voués aux gémonies par la science, eh bien, il est possible de trouver une issue à nos impasses. La conception d'une conscience plus large, non assujettie au cerveau, non local, rend les tentatives d'explication de ces phénomènes possibles. Cette conscience, que certains appellent âme ou esprit, existerait donc indépendamment d'un corps physique. Pour mieux comprendre cette conception d'une conscience non locale, prenons une image. Lorsqu'un chat voit une souris à la télévision, il essaye vainement de l'attraper en se jetant sur l'écran.
ça nous fait sourire, le chat est naïf. Nous savons que la souris n'est pas à l'intérieur du poste de télévision. On sait que la télévision, en fait, n'est qu'un récepteur qui matérialise des signaux émis par un émetteur qui est situé ailleurs. Et bien de même, le cerveau ne serait que le récepteur de la conscience et il n'en serait pas l'émetteur. Connaissez-vous le rasoir d'Occam ? C'est un principe de raisonnement qu'on peut résumer par ces quelques mots. Les hypothèses suffisantes les plus simples doivent être préférées. Ou pour le dire autrement, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est un des principes fondamentaux en science. Bien évidemment, le rasoir ne dit pas quelle hypothèse est vraie, il indique seulement laquelle devrait être considérée en premier. Selon le principe d'Occam, l'hypothèse d'une conscience non locale devrait donc être considérée comme la meilleure théorie parce qu'elle fait intervenir le plus petit nombre d'hypothèses pour expliquer tous les phénomènes qu'on a évoqués, médiumnité, MI, VSCD, OBE, etc. Alors que la science matérialiste a besoin de nombreuses hypothèses pour expliquer chacun de ces phénomènes. La question de la conscience continuera probablement longtemps encore à tarauder les religieux, les philosophes et les scientifiques. Nous connaissons de mieux en mieux notre univers, l'infiniment grand, l'infiniment petit, mais la réalité est que finalement nous ne savons pas grand-chose de ce qui nous concerne peut-être le plus, à savoir notre conscience. Nous allons voir une petite expérience amusante qui implique des éléments que nous connaissons tous, qui sont continuellement dans notre quotidien, à savoir l'eau et un verre, exactement comme la conscience est là partout autour de nous tout le temps. À part les physiciens et quelques étudiants, nous sommes surpris par le résultat de cette expérience. Ce qu'elle nous montre, c'est que nous pouvons facilement être trompés, que nous pouvons facilement nous tromper, alors que nous croyons y voir clair, alors que nous croyons savoir. Nous regardons tous la conscience, nous l'analysons à travers la facette déformante de nos croyances, de nos convictions et de nos expériences. Comme l'illustre cette image, nous ne saisissons qu'une partie de la réalité. Anaïs Nin concluait en disant « Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous les voyons comme nous sommes ». Appréhender la conscience de façon non univoque conduit trop souvent au mépris de celui qui pense différemment. Rappelons-nous ce que le philosophe Alain disait « Il n'y a rien de plus dangereux qu'une idée quand on n'en a qu'une ». Face au mystère de la conscience, une hypothèse n'est pas suffisante. Alors, est-ce que la conscience est produite par le cerveau ou est-ce qu'elle est non locale ? Comme le chantait avec sagesse Jean Gabin, toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Maintenant je sais. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. Des chercheurs, des penseurs, des scientifiques se rassemblent à l'Université de Liège les 23 et 24 mars 2024 pour partager avec vous leurs réflexions et tenter de répondre aux nombreuses questions soulevées par ce thème passionnant de la conscience. Retrouvez aussi l'ouvrage « Les dimensions invisibles de la conscience » à paraître aux éditions Trait Daniel le 23 mars 2024. Vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager, pensez à la commenter et à faire connaître la chaîne Résilience Psy. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.